Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui est sous nos pieds alors que de nombreux agriculteurs sont déjà à pied d'œuvre dans les champs et que les modestes jardiniers comme vous et moi planifient leur plantation. Qu'en est-il de la santé de nos sols? Rappelons que 2015 était consacré Année internationale des sols. Le groupe technique intergouvernemental sur les sols de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, a même émis un rapport de 650 pages en décembre dernier. Ce rapport, qui réunit les travaux de plus de 200 scientifiques de 60 pays, dressait un bilan sur la détérioration rapide des sols de la planète. Cette condition pourrait être inversée si les pays embrassent des pratiques de gestion plus durables. L'une des sources d'inquiétude, et cela inquiète beaucoup de scientifiques, serait la fin des réserves mondiales de phosphore. Cet élément nutritif est indispensable aux plantes. Il permet le transport et la mise en réserve de l'énergie, en plus d'activer de nombreux enzymes. Certains prévoient l'épuisement de ces réserves mondiales d'ici 50 à 100 ans. Un autre défi à nos sols et à l'environnement plus général reste l'usage croissant des pesticides. En 2011, le Québec s'était donné comme objectif de réduire de 25% les pesticides les plus dangereux pour la santé. Où en est-on? Alors nous allons en parler avec nos invités. Avec nous cette semaine, Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en biocontrôle. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir d'avoir André Fortin, chercheur émérite du Centre d'études de la forêt et professeur associé au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université de Laval. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux. Tout d'abord, comment se portent nos sols et au Québec plus particulièrement, professeur Fortin? Je pense qu'on suit la tendance internationale, on suit le modèle de pays européens, pays comme la France, par exemple, qui utilisent des quantités phénoménales de superphosphate dans ses sols. Et puis ici au Québec, on fait la même chose. Alors, quand on fertilise des pommes de terre, on met 250 kilos à l'hectare de phosphore, facilement disponible, et dans les pommes de terre à l'automne, on recueille 25 kilos. Alors là, les 200 kilos qui restent, où est-ce qu'ils sont? Oui, et ils sont où? Alors, il y en a qui vont dans la nappe phréatique, évidemment. Mm-hmm. Et puis, ça retourne, comme on pourrait dire, à l'état de pierre. Et année après année, on continue à ajouter ces quantités de phosphore. Et en faisant le chaulage, on immobilise encore plus le phosphore. Donc, il faut recourir encore plus au phosphore qui est facilement disponible. Donc, il y a un cercle vicieux dans ça. Oui, donc qu'est-ce qui nous distingue peut-être des pays européens ou de nos voisins américains au Québec? Est-ce qu'on est plus intensif qu'eux et moins que la France? Comment on se distingue finalement? Oui, on est certainement moins intensif que la France. Parce que la France a un peu de superficie pour nourrir beaucoup de jeunes. Mm-hmm. Ici, on a d'immenses superficies. Alors, dans l'Ouest, par exemple, les pratiques agricoles qui sont là n'utilisent pas du tout les mêmes quantités de fertilisants, par exemple, qu'on peut faire en France. Oui. Et nos voisins américains? Les voisins américains, il y a aussi les prairies de l'Ouest. Alors, dans l'Est, puis dans la Californie, même si la vague bio est en train d'envahir la Californie, on utilise encore beaucoup de quantités incroyables de fertilisants de synthèse. Oui. Et est-ce qu'on a une grande dépendance aux pesticides, professeur Brodeur? Oui, on est malade de nos pesticides depuis des décennies, en fait, depuis l'avènement des pesticides de synthèse, soit après la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, quand on a constaté les méfaits associés aux pesticides, on a voulu s'en débarrasser ou s'en affranchir, mais c'est un travail de très, très longue haleine et on progresse extrêmement lentement là, pour essayer de contrôler la situation, de réduire les applications de pesticides, que ce soit en milieu forestier, agricole ou urbain. Ça demeure une problématique criante. Là. Oui. Qu'est-ce qui nous distingue au Québec par rapport justement, soit en Europe, soit aux Américains? Il y a plusieurs choses qui nous distinguent dans le bon sens et dans le mauvais sens. Je vais commencer par le bon sens. C'est assez impressionnant de constater maintenant qu'au Québec, on n'utilise presque plus de pesticides en milieu forestier depuis une quinzaine, en fait depuis 18 ans maintenant. Et c'est bien parce que les superficies sont immenses. On traitait nos forêts par le passé pour lutter contre des insectes défoliateurs, la tordeuse des bourgeons d'épinette, l'arpenteuse, la pruche. Et à l'origine, ça se faisait par des pesticides de synthèse. Donc, il y avait d'immenses superficies dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, en Montérégie, qui étaient traitées avec des insecticides de synthèse
synthèse, mais maintenant, ça se fait uniquement avec le BT, qui est un biopesticide et qui est beaucoup moins dommageable pour à la fois l'environnement, nos forêts et également les populations humaines. Donc, un gain majeur pour les forêts. On s'est affranchi des pesticides dans le milieu forestier. En milieu urbain aussi, le Québec a été un leader, vraiment un leader à l'échelle nord-américaine et je pourrais dire mondiale aussi, avec le Code de gestion des pesticides qui a été mis en place par le gouvernement vers les années 2005. Et là, maintenant, en milieu urbain, on interdit l'utilisation des pesticides de synthèse, sauf pour des raisons parfois de santé humaine, mais c'est très, très rare. Donc, pour des besoins esthétiques, c'est complètement béni maintenant. Donc, on a fait un pas grandiose aussi au niveau du milieu urbain. Et la problématique qui demeure, c'est le secteur agricole, où là, je pourrais pas parler de succès. Là, vous avez mentionné tout à l'heure les statistiques pour le Québec. Évidemment, on s'est doté de très grands programmes pour réduire l'utilisation des pesticides, mais ça marche pas. Il faut constater que c'est un échec. Oui. Est-ce que les pesticides, quand on les épand, est-ce que ça affecte la qualité de nos sols aussi? Est-ce qu'il y a un lien entre pesticides et sols, comme on peut l'avoir quand les sols manquent de phosphore, là? Est-ce trop de pesticides, est-ce que ça affecte? Oui. En fait, les pesticides, c'est des poisons. On les applique beaucoup pour contrôler en milieu agricole les ravageurs des plantes, mais on les retrouve dans l'air parce qu'on les pulvérise souvent. On les retrouve au niveau du sol également parce que les pesticides vont ruisseler dans le sol. Et ce qu'on constate d'année en année, c'est qu'il y a une accumulation de molécules de pesticides de synthèse dans nos sols. Puis l'autre problème aussi qu'on note et qui est moins grand que pour les pesticides qu'on utilise au niveau des plantes, c'est certains ravageurs qui vont attaquer les racines de certaines plantes agricoles. Je pense entre autres aux nématodes et parfois on doit aussi faire des traitements à pesticides au niveau des sols, des fumigations entre autres. Mais heureusement, c'est une pratique qui est quand même pas très courante jusqu'à présent. C'est beaucoup moins criant que dans d'autres régions du monde, mais ça a lieu à l'occasion ici au Québec aussi. Oui, il y a certains jardiniers qui les enlèvent à la main, là, qui vont les chercher à la main, mais bon... Oui, mais le problème, c'est que quand c'est dans le sol, on ne le voit pas. On voit les dommages, on peut difficilement identifier le coupable et souvent, les producteurs ont tendance à faire une fumigation, à faire un traitement justement pour éradiquer le problème à la source sans savoir exactement ce que c'est, sans mesurer l'ampleur du problème. Avant de faire ça. Hein. Professeur Fortin, quelle est notre dépendance ou la dépendance de la production agricole aux engrais de synthèse, donc phosphore, azote, etc.? C'est très général. Moi, avec l'approche que je prends, je sais que ce sont des quantités énormes, abusives, mais pour vous donner des chiffres, pour moi, c'est en dehors de mes préoccupations immédiates pour essayer quand même d'attaquer cette problématique-là. Mais les plantes ont besoin de phosphore, qu'on appelle l'or vert. Nous en manquerons bientôt. Les ressources s'amenuisent. On en parle d'ailleurs depuis 2009. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi ça s'épuise autant? Il y a deux choses. Il y a des prémices à ça. C'est que quand les plantes ont commencé à évoluer il y a 400 millions d'années, elles ont dû s'adapter à vivre, à aller chercher leurs fertilisants, pour ainsi dire, à partir de cendres volcaniques qui s'est ramassées dans les estuaires. Et dès le départ, les premières plantes vasculaires ont dû s'associer avec des champignons mycorhiziens et avec des bactéries pour aller chercher le phosphore dans la fluoroapatite, c'est-à-dire la forme sur laquelle on trouve le phosphore dans la poussière volcanique. Aujourd'hui, alors toutes les plantes ont évolué pendant 400 millions d'années avec cette symbiose racinaire absolument fondamentale et incontournable. Et aujourd'hui, dans les milieux naturels, érablière, par exemple, qui est pas maltraitée, toutes les plantes en nature vont chercher leur phosphore à partir d'apatite. Et quand on voit des forêts partout dans le monde, on voit pas de carence en phosphore. Là. On réussit très bien à aller chercher, grâce aux mycorhizes, aux bactéries associées, ils arrivent à aller chercher leur phosphore de cette façon-là. Et on a imaginé au siècle dernier, avec une soi-disant révolution verte, d'aller chercher des phosphates sédimentaires dans les fibres qui ont remonté des fonds marins générés par des foraminifères, par des coquillages. Et on prend ce matériel-là et au Maroc, par exemple, on voit des bateaux de soufre, pas à peu près, bondés de soufre qui arrivent d'Afrique du Sud pour fabriquer de l'acide sulfurique et on traite ce phosphate de roche avec l'acide sulfurique pour faire de l'acide phosphorique.
Alors, quand on arrive avec l'acide phosphorique, on ne pourrait absolument pas utiliser ça comme fertilisant. Alors, on prend ça, puis on marie ça avec, par exemple, la potasse naturelle qui vient de Saskatchewan, et puis on fait du phosphate de potassium. Alors, la vertu immédiate de ce matériel-là, c'est que, en arrivant dans le sol, le phosphore est sous forme, on dit disponible, libre, c'est-à-dire qu'il rentre dans la solution de sol. Alors, il y a deux choses dans ça, c'est que le phosphore dans le sol, il ne va pas diffuser vers des racines. Il faut que les racines soient continuellement à courir après les ions phosphate, après le phosphore disponible. C'est un coût énergétique énorme et il faut en mettre des grandes quantités pour arriver à faire ça en comptant sur les racines pour aller chercher. Alors, les champignons mycorhiziens arbusculaires qui existent depuis 400 millions d'années sont équipés avec un mycélium, c'est-à-dire un petit réseau filamenteux dans le sol, en dessous d'1 mètre carré de surface de prairie. On en trouve quasiment 1 kilomètre de long. Et tout ça, c'est branché sur la plante et la plante envoie de l'énergie vers le champignon. Et le champignon, quand on apporte de l'apatite, non pas des superphosphates, on voit un champignon qui s'accole sur les grains d'apatite, qui sécrète un mucopolysaccharide, et puis il y a des bactéries spécialisées dans la solubilisation de cette forme de phosphate qui sont omniprésentes dans la nature, et elles reçoivent de l'énergie. Si elles étaient dans le sol, n'importe où, il faudrait courir l'énergie, mais elles reçoivent de l'énergie directement, et les phosphates solubles qui sont générés s'en vont directement dans la plante. Ils ne sont pas envoyés dans le sol pour aller se ramasser dans la nappe phréatique. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Alors, en dessous d'1 mètre carré de prairie, il y a des centaines de milliers de micro-usines biologiques, si on peut dire, formées des champignons mycorhiziens avec leurs bactéries associées, et puis qui arrivent très bien à utiliser une forme de phosphate, de minéral de phosphate, que tout le monde agricole considère comme, à toute fin pratique, très difficile à utiliser pour fabriquer des fertilisants de synthèse. Oui. Alors, on a là un outil qui vient de faire l'objet d'une découverte de l'année, ici, dans Québec Science, au Québec. Et on a cet outil qui, maintenant, il va falloir que les agronomes s'approprient ces outils-là pour en démontrer l'utilité au niveau des cultures, des grandes cultures, etc. Et on entrevoit de réduire ou même d'éliminer totalement le phosphate de synthèse. Alors, ça veut dire qu'on a aussi là une autre source qui n'a jamais été comptabilisée, une autre source de phosphore qui est beaucoup plus écologique et puis qui est extrêmement abondante. Alors, la pénurie de phosphore, peut-être que pour le phosphate de synthèse, oui, mais pour le phosphore forme sous laquelle les plantes l'utilisent, on ne voit pas actuellement de problème. Et ce qui est intéressant avec l'apatite, c'est qu'en décomposant le grain d'apatite, la plante y trouve 17% de phosphore et il y a 35% de calcium. Alors, ça veut dire que ça empêche la dérive de l'acidification du sol. Et à ce moment-là, on va aussi possiblement réduire ou éliminer l'addition de chaux qui a tendance à brûler la matière organique, à déséquilibrer le sol. Alors voilà. Alors je ne veux pas aller plus loin. Là, je pense que je vais vous laisser une chance peut-être d'orienter la discussion. En fait, vous anticipez ma prochaine question, la recherche de solutions pour justement le manque de phosphore. Vous l'avez dit, tout le phosphore n'est pas forcément disponible pour les plantes, insolubles ou solubles, et on en perd beaucoup pour le ruissellement. Moi, ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est prendre un petit peu de recul. On a parlé un petit peu de racines qui allaient chercher le phosphore. On a parlé de protection de racines aussi avec professeur Brodeur. J'aurais voulu voir, est-ce que quand on songe aux plantes, est-ce qu'il ne faudrait pas justement protéger ces racines-là? Est-ce que d'abord, est-ce qu'en lutte biologique, professeur Brodeur, est-ce qu'on songe aux racines? Parce que souvent, on voit l'extérieur de la plante, etc., les feuilles, la qualité des tiges, etc. Est-ce qu'on va s'intéresser aussi aux racines de la plante et de la protection justement par rapport à différents ruissellements, différents poisons qu'on met? Oui, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est sous le sol, c'est beaucoup moins compris de la part des chercheurs, du moins les chercheurs qui s'intéressent aux organismes qui attaquent les racines des plantes. Et ce qu'on sait très bien également, c'est qu'il y a une foule de micro-organismes déjà présents dans le sol qui ont un effet extrêmement bénéfique sur les ravageurs des racines. Et c'est très rare par rapport à ce qu'on observe au niveau du feuillage, des fruits, des fleurs. C'est très rare que le système racinaire va être attaqué de façon substantielle par
des micro-organismes, que ce soit des champignons, des bactéries, des virus. Donc, la plante elle-même se défend déjà très, très, très bien contre les envahisseurs des racines parce qu'elle a développé elle-même des mécanismes de défense. Les racines, c'est l'organe que la plante a pour puiser ses aliments, puiser ses nutriments directement dans le sol. Donc, elle a aussi intérêt à protéger ces organes-là. Donc, elle le fait déjà très bien. Donc, en lutte biologique, est-ce que vous y intéressez quand même? Est-ce qu'il y a des choses comme des champignons ou des micro-organismes qu'on peut développer pour lui permettre d'aller chercher plus efficacement et de se protéger peut-être des pesticides aussi? Oui. En fait, il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs types d'organismes qui vont attaquer les racines. Il y a des micro-organismes, bactéries, virus, comme j'ai mentionné. Il y a aussi des nématodes, de petits vers ronds, qui peuvent aussi causer des dommages importants aux racines. Et il y a aussi certains insectes ravageurs qui vont se nourrir directement des racines. Donc, dépendamment du type de ravageur auquel on s'intéresse, il y a différentes approches en lutte biologique. Au niveau du contrôle des micro-organismes, il y a beaucoup de champignons aussi bénéfiques qu'on peut introduire dans le sol et qui, eux, vont avoir un effet bénéfique sur le contrôle des champignons ou des autres micro-organismes qui sont néfastes pour la plante. Et c'est un domaine qui est en pleine expansion. La lutte biologique, c'est d'abord développé pour le contrôle des mauvaises herbes, le contrôle des insectes en agriculture, mais de plus en plus, il y a des alternatives pour le contrôle des organismes nuisibles dans le sol. Et ce qui est intéressant de voir maintenant également, c'est que il y a des grandes multinationales qui s'intéressent aussi à la problématique. Évidemment, quand on dit grande multinationale, ça veut dire des fonds énormes pour la recherche. Et c'est intéressant de voir que maintenant que certaines multinationales qui produisent évidemment beaucoup de pesticides de synthèse s'intéressent maintenant aussi au développement de la lutte biologique. Et particulièrement pour le contrôle des organismes qu'on retrouve dans le sol. En amont, donc. Oui. Professeur Fortin, parlez-moi un petit peu, vous êtes directeur de recherche donc de Salma Tactec, si je prononce bien son nom, de ces micro-organismes que vous avez trouvés. Là, vous êtes inspiré, donc ce qui existait déjà dans la nature depuis longtemps. Parlez-moi un petit peu de ces travaux et comment ils arrivent à obtenir ce phosphore-là. Comment ce compagnonnage plantes et micro-organismes travaillent? Oui, mais si vous voulez, avant, c'est une question qui doit être très importante pour nous ce matin, mais ça m'a provoqué un petit peu l'intervention que vous avez faite, que Jacques a faite auparavant. C'est que, par exemple, les champignons mycorhiziens, c'est un phénomène fondamental, universel dans l'évolution et le fonctionnement des plantes et des écosystèmes terrestres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mycorhizes, il n'y a pas de vie sur la Terre. Alors, c'est partout. Alors, quand on parle de l'environnement des racines, le micro-organisme qui est le plus fondamentalement important dans la vie quotidienne de la plante, ce sont les champignons mycorhiziens. Et quand on fait l'homologation des pesticides actuellement, au Canada ou ailleurs, on ne prend pas la précaution de voir si les champignons mycorhiziens sont affectés par ces pesticides-là. Ça, ce serait la première étape de précaution qu'on devrait prendre. Non seulement les champignons mycorhiziens doivent être protégés, mais ils ont aussi, puis il y a des centaines de publications qui existent maintenant, ils sont aussi capables de réprimer un grand nombre de maladies, notamment de maladies fongiques. Un plant de tomate qui est traité avec des mycorhizes n'aura jamais de flétrissure de ses feuilles, comparativement à un témoin qui n'a pas de mycorhizes. L'impact sur les nématodes, ça, dans un pays d'Afrique, d'un pays sec, comme le Mexique, c'est vraiment dommageable. Et on voit que la présence des mycorhizes empêche la formation de certains groupes de nématodes. Alors, donc, le potentiel de lutte biologique des mycorhizes, qui est le micro-organisme le plus fondamental dans la vie des plantes, eh bien, il y a tout un monde à explorer, donc, et qui ne l'est pas suffisamment. Alors, je pense qu'on sous-estime encore le potentiel des mycorhizes comme solution, comme chemin vers l'agriculture biologique. Et voilà. Alors, pour ce qui est de la découverte de Salma Tactec, eh bien, effectivement, on sait que dans le sol, il existe beaucoup de bactéries qui sont capables de s'attaquer à du phosphate de roche. Le phosphate qui n'est pas soluble, que les racines sont absolument incapables d'obtenir par elles-mêmes. Alors, il y a des bactéries dans le sol qui peuvent faire cette activité-là. Mais la bactérie qui est dans le sol, n'importe où, ça lui prend de l'énergie pour fonctionner. Alors, elle est obligée de tirer un petit peu d'énergie ici et là. Et puis, s'il y avait un morceau, un grain de phosphate à lequel elle s'accole, puis on va faire de la dissolution et des acides organiques, à ce moment-là, le phosphore qui va être produit là, lui, il va rester sur place. Le phosphore, ça ne diffuse pas. Alors, à ce moment-là, ça va être
perdu. Ça va être une activité que je dirais qui profite seulement temporairement à la bactérie pour aller chercher son propre phosphore. Maintenant, l'hypothèse de travail qu'on a eue, c'est si ces bactéries-là s'attachaient étroitement avec des kilomètres de mycélium de champignons mycorhiziens qu'il y a dans le sol, à ce moment-là, il y aurait accès à une source d'énergie, parce que le champignon mycorhizien, il utilise 10% des produits de photosynthèse de la plante, sous forme de sucre qui arrive dans ce réseau-là, qui réunit d'ailleurs toutes les plantes entre elles. Hein. C'est un Internet entre les plantes de même espèce et même d'espèces différentes. Alors, il y a donc une quantité significative d'énergie qui arrive, et quand le champignon mycorhizien côtoie un grain, par exemple, d'apatite, à ce moment-là, les bactéries qui viennent s'accoler ont accès à une source d'énergie sûre et constante. Alors, c'est là que ces bactéries-là prennent toute leur signification. Et non seulement accès à l'énergie, mais quand elles vont dissoudre le phosphore, ce phosphore-là ne va pas s'en retourner n'importe comment, n'importe où dans le sol. Il va s'en aller directement dans la plante. Alors, cette activité-là se fait là où ça compte. Et c'est ce que Salma a prouvé. Alors, est-ce que effectivement il y a des bactéries solubilisatrices dans le sol qui sont accolées au mycélium des champignons mycorhiziens? Oui, on en a trouvé des centaines. Est-ce que ces bactéries-là, est-ce qu'il y en a dans le sol qui sont capables de dissoudre le phosphore de façon efficace? Oui, on en a trouvé des douzaines. Et après ça, est-ce que ces bactéries-là, pour prouver ce qu'on avançait, est-ce que ces bactéries-là colle au mycélium du champignon mycorhizien, au laboratoire, dans des pétries? Oui, ça colle. Et quand on examine l'activité de ces champignons-là sur un grain d'apatite d'environ 120 microns, ben, en moins de 24 heures, le grain d'apatite disparaît. C'est-à-dire que tout le phosphore qu'il y avait là a été mobilisé. Et puis, il y a un résidu d'oxalate de calcium qui se forme autour. Donc, c'est bien une solution d'avenir. C'est une voie d'avenir. Professeur Brodeur, je ne pense pas que vous soyez contre les idées du professeur Fortin. Non, pas du tout. Je ne pense pas que vous soyez... Non. Mais si je peux renchérir un peu avec ce que M. Fortin a mentionné, quand je parlais des mécanismes de défense de la plante, évidemment, ça inclut les mycorhizes. En fait, la plante se défend de façon intrinsèque avec ses propres mécanismes de défense qui vont être induits suite à l'attaque d'un organisme agresseur. Mais évidemment, elle s'est, au cours d'évolution, associée avec toute une panoplie d'autres micro-organismes, dont les mycorhizes, dont également plusieurs endosymbiontes différents pour bonifier son arsenal de défense face aux agresseurs. Évidemment, les mycorhizes font partie intégrante de cette approche. Donc, ce que je voudrais savoir pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, quels sont les autres les éléments issus de notre agriculture moderne, intensive et de monoculture, souvent, qui ont un impact sur les sols? L'épuisement des sols, généralement, on peut trouver la perte de phosphore, l'empoisonnement donc avec les pesticides, mais il y a aussi peut-être des sels, des minéraux qui sont rejetés justement parce qu'on n'exploite pas le sol comme on devrait l'exploiter. En lutte biologique, je pense que vous y songez aussi. Je ne suis pas un spécialiste des sols, mais tout de suite, je peux penser au ruissellement. Je peux penser aussi à un problème majeur criant dans les champs ici au Québec, entre autres, qui est la compaction des sols. Oui. C'est deux autres phénomènes physiques là, qui appauvrissent grandement les sols, du moins ici au Québec. Oui. Pour les auditeurs, la compaction des sols, c'est quoi? C'est simplement que le sol, au fil des années, au fil des récoltes, avec la machinerie qui va travailler sur le sol, ça fait en sorte que le sol est compacté, que le sol est moins friable, surtout moins aéré aussi au niveau de l'oxygénation des sols. Donc, c'est un problème majeur. Évidemment, un sol qui est compacté, c'est un sol aussi où il y a beaucoup plus de ruissellement. C'est un sol aussi où les racines ont plus de difficultés à s'implanter dans le sol. Donc, c'est extrêmement néfaste pour le développement de la plante. Oui, parce que peut-être à tous les deux, il y a ce souci-là d'offrir des solutions scientifiques à un problème, mais il y a aussi peut-être à regarder les sols d'un peu plus loin. Est-ce que la permaculture, par exemple, la culture, on va dire en cycle, pourrait être quelque chose qu'on devrait plus encourager dans nos champs? Professeur Fortin? Oui, c'est sûr, parce que moi, j'ai des jeunes qui ont suivi mes cours, par exemple, et puis qui ont des entreprises où ils pratiquent la permaculture. Alors, quand on regarde dans ces sols-là, on voit une flore de champignons mycorhiziens, je devrais dire une fange de champignons mycorhiziens extrêmement abondante et puis diversifiée.
évidemment, le problème qu'il y a là, c'est que ça nous donne un modèle qu'on pourra peut-être monter à une échelle plus importante. Mais quand on s'en va avec un producteur de lentilles dans l'Ouest canadien qui travaille sur 20 000 hectares, à ce moment-là, c'est pas tout à fait pensable. Alors, il faut essayer de faire une diminution du travail du sol, parce que aussi, le travail du sol a un effet négatif sur des mycorhizes, non seulement la compaction, mais aussi, par exemple, quand on travaille des pommes de terre, on brasse le sol, et puis on arrive à la fin de la récolte, puis le nombre de propagules de champignons mycorhiziens pour assurer la production de l'année suivante est pratiquement insignifiant. Alors, la compaction, c'est certainement un facteur de perturbation du sol. Mais permaculture, c'est un beau modèle qui va nous permettre de comprendre. Je travaille avec des jeunes là-dessus. Je trouve ça extrêmement intéressant. Oui. Et auparavant, on avait des fois des jachères aussi. C'est tout des vieilles pratiques ancestrales qu'on met peut-être de côté, mais qu'on devrait peut-être considérer. Le problème, comme M. Fortin le mentionnait, c'est un problème d'échelle. La permaculture, on connaît tous les bienfaits associés à cette pratique à tous les points de vue, au niveau de la qualité des sols, au niveau de la qualité des produits, sauf qu'il faut trouver une façon de faire en sorte qu'elle passe à une échelle plus commerciale. Ouais, exactement. Puis on a le même problème avec la culture biologique. Ses bienfaits sont démontrés. On connaît les techniques à toute petite échelle, mais maintenant, il faut trouver une façon de faire en sorte qu'on puisse adopter ces pratiques-là à une échelle plus grande, plus commerciale. Parce qu'on a plus de bouches à nourrir, alors. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on était en compagnie de Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en biocontrôle, et en compagnie du professeur André Fortin, donc chercheur émérite du Centre d'études de la forêt et professeur associé au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Merci. Merci. Au plaisir. Merci à vous. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la recherche de cette émission, Naïma Assert. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en rediffusion ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et votre Twitter préféré. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois, il